m'entendez trop? Bon, alors ça me fait évidemment énormément plaisir d'être avec vous ce soir et d'échanger sur la question du néolibéralisme. Ça me fait plaisir aussi de parler de la fonction publique dans ce cadre-là, parce que à travers les années, c'est pas nécessairement sur la fonction publique qu'on a mis le focus dans les discours, dans les revendications, dans les grandes batailles, parce que bien souvent, on se disait, bien, dans la fonction publique, au fond, c'est peut-être pas si grave que ça, ce qui se passe, mais je vais essayer de vous montrer que c'est peut-être si grave que ça, ce qui se passe. Et l'actualité récente nous a donné un peu, nous a illustré un petit peu jusqu'où ça peut aller, l'application de cette logique néolibérale. Alors, au fond, le discours néolibéral dans la fonction publique, ça commence à prendre forme, je vous dirais, au début des années 80. 81, plus exactement. C'est René Lévesque qui est premier ministre, c'est le Parti québécois qui est au pouvoir. Et à ce moment-là, le premier ministre décide de convoquer les syndicats à un moment donné pour leur demander de réouvrir les conventions collectives, de baisser les salaires, de réduire les coûts de main-d'œuvre de façon générale et de façon assez importante. Évidemment, les syndicats ne sont pas tellement chauds parce qu'ils ont convenu d'une convention collective peu de temps auparavant, un peu avant le référendum en fait, et ils étaient relativement satisfaits de cette entente-là, même s'ils n'avaient pas nécessairement obtenu tout ce qu'ils voulaient. Alors ça a été non, et ça a été l'affrontement, et c'est là que ça a commencé, véritablement pour la fonction publique. Le discours, par exemple, de la dette, des problèmes importants des finances publiques, c'est le Parti québécois de René Lévesque qui l'a amorcé. Et il l'a amorcé pour l'ensemble de la société, parce que vous imaginez bien que tout ça, c'était pas public, et ça ne touchait pas uniquement la fonction publique proprement dite, mais tous les réseaux de services publics étaient interpellés de cette manière-là. On pensait qu'on allait pouvoir rétablir les finances publiques, leur donner un nouvel élan, uniquement en allant du côté des coupures, en allant du côté de la régression des conditions de travail, mais malheureusement, ça n'a pas marché tout à fait de cette manière-là. Au fil des années, évidemment, le PQ a perdu le pouvoir un peu plus tard, en 85, si ma mémoire est fidèle, et là, les libéraux ont repris le pouvoir, avec, bien sûr, ce même discours, mais en l'amplifiant. Et il y a des personnes, sans doute ici, qui se rappellent des fameux rapports des sages, qui consistaient à dire que dorénavant, il fallait tout remettre en question, effectivement, et avec des rapports très détaillés, laisser entendre qu'il fallait aller à fond dans le sens de la déréglementation, de la privatisation, de la réorganisation de la gestion gouvernementale, et tout ça, ça voulait dire, au fond, d'ajuster l'État, de remettre en question le rôle de l'État, parce que l'État-providence, ça commençait à être passé de mode, selon eux, et il fallait aller vers autre chose, faire confiance au marché, que les marchés allaient vraiment régler l'ensemble des problèmes. Et ça, c'est le discours qu'on nous tenait. Moi, j'étais militant syndical à cette époque-là. C'est le discours, véritablement, qu'on nous tenait dans les ministères, dans les relations de travail, et on a fini par nous dire, écoutez, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix, c'est comme ça partout. Et plus tard, on a utilisé le mot mondialisation pour dire qu'on n'avait pas le choix, qu'il fallait absolument accepter l'abandon de grands bouts de programmes sociaux, l'abandon des services publics, en bonne partie parce qu'il fallait donner au secteur privé la chance de montrer qu'ils étaient tellement plus efficaces et moins coûteux. C'était ça les discours que nous avions, que nous entendions. Alors est arrivé par la suite, sont arrivées les années 90. Au début, c'était Robert Bourassa qui était toujours là, mais Daniel Johnson fils prend le relais par la suite. Et là, il publie, au moment où il était président du Conseil du Trésor, juste avant de devenir premier ministre, il publie un document qui s'appelle « Vivre selon nos moyens ». C'est joli, hein? Vivre selon nos moyens. Mais au fond, c'était une espèce de recette, encore là, pour aller dans le sens de la privatisation, qui allait dans le sens de dire que les services publics, la fonction publique, n'étaient pas efficaces et qu'il fallait se débarrasser
grand nombre d'employés parce qu'ils n'arrivaient pas à rendre les services comme il faut. Remarquez qu'il n'y a pas grand monde qui critiquait les services publics parmi ceux qui les recevaient, mais les gens d'affaires, les milieux d'affaires demandaient ces choses-là, demandaient des réglementations, malgré, et je vous donne ça en parenthèse, entre autres, ce qui était visé bien souvent, c'était la réglementation naissante en matière environnementale. Or, un jour, ils ont produit un rapport sur la réglementation dans le domaine de l'environnement au gouvernement québécois et ils se sont aperçus que cette réglementation-là était la moins contraignante en Amérique du Nord. Alors là, ça devenait un petit peu gênant de dire qu'il faut continuer de déréglementer là-dedans. Mais évidemment, il y avait d'autres secteurs. Le secteur privilégié, c'était le secteur des relations de travail. Le code du travail, c'était beaucoup trop contraignant. Les droits que les gens avaient de se syndiquer, c'était beaucoup trop fort. Le droit de négocier des conventions collectives, ça faisait en sorte que les entreprises ne réussissaient pas à être plus compétitives, et même l'État québécois n'arrivait pas à être compétitif en Amérique du Nord à cause des bonnes conditions de travail négociées au fil des années. Alors évidemment, tout ça n'était que mensonge en réalité, mais c'était le discours qu'on martelait et de temps à autre, on réussissait à passer des lois, à adopter des budgets qui, progressivement, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais progressivement, on s'apercevait qu'il y avait des programmes qui étaient plus financés. On s'apercevait qu'il y avait des organismes qui avaient de la difficulté à assumer leurs responsabilités, à assumer leur mission, à rendre les services pour lesquels ils avaient été créés. Quand le Parti québécois a pris le pouvoir en 1994, en septembre 1994, alors ça fait quelques temps, c'était en septembre, c'était aussi une campagne électorale d'été, alors les libéraux ont été battus. Alors là, ça va être encore la même chose cette année, les libéraux vont être battus. Puis au fond, dans des circonstances différentes, mais en même temps, à la suite de 9 années de compression, de coupure, de charcutage des services publics et des droits sociaux en particulier. Et donc, il y a un peu des similitudes, je dirais, entre ces deux époques-là. Et j'espère, par contre, que ça va ouvrir sur beaucoup plus d'espoir que ce que l'élection du Parti québécois en 1994 a donné par la suite. Parce qu'après le référendum, c'est Lucien Bouchard qui prend la direction du PQ et qui devient premier ministre. Et là, il y a un vaste exercice de manipulation des partenaires sociaux qu'on a appelé les conférences socio-économiques, le sommet sur l'avenir du Québec en 1996. Et là, on force l'acceptation de l'élimination du déficit financier, le déficit zéro, comme on l'a appelé à l'époque. Et ça, c'est le Parti québécois qui a mis ça en place. Et pour y parvenir, il a décidé de récupérer encore là dans les conditions des travailleurs et travailleuses du secteur public, mais aussi bien sûr de la fonction publique, en mettant à peu près pas loin de 20 000 personnes à la retraite. Et je vous avoue que dans tous les secteurs de travail de la fonction publique, comme dans les autres réseaux, il y a eu des endroits où ça a été extrêmement pénible. Il y a des gens qui ont décidé de partir parce que c'était plus vivable. Et ça a donné que le gouvernement du Québec, la fonction publique québécoise, a perdu beaucoup de son expertise. On a introduit aussi, et c'est le PQ qui a fait ça, on a introduit des façons de faire qui sont propres à l'entreprise privée. Vous avez sûrement entendu parler de l'approche client. On est tous devenus des clients les uns des autres. À l'intérieur des ministères, les différents services étaient des clients les uns des autres à l'interne pour imposer cette logique du marché. J'ai beaucoup d'exemples concrets pour chacun, presque, des ministères du gouvernement québécois où ça a été dramatique. Il y en a deux que je mentionne parce que là, je sens qu'on est sur le bord de me couper le micro. Il y en a deux sur lesquels j'attire votre attention. Le ministère de l'Environnement, où en une seule année, le gouvernement de Lucien Bouchard a coupé 40% du budget et 40% du personnel. Imaginez ce que ça a pu vouloir dire par rapport à l'importance de la lutte contre la pollution, par exemple, juste là-dessus. Le ministère des Transports,
Le ministère des Transports, c'est un autre exemple. Et lui, vous l'avez vu plus récemment, mais ça fait au-delà de 25 ans que ça dure. Ça a commencé avec le transfert d'une partie du réseau routier en 1992, dans le but de diminuer les charges gouvernementales, mais on n'a pas transféré, bien entendu, de ressources financières aux municipalités pour qu'ils puissent le prendre en charge. Et au fil des années, on a introduit la sous-traitance, on a aboli des postes. Moi, quand j'ai commencé à militer au SFPQ, il y avait à peu près 12 000 cols bleus qui travaillaient dans différents ministères, surtout au transport. Maintenant, il y en a à peu près 1200 cols bleus. Et ça diminue tout le temps. Alors ça vous donne un petit aperçu des dégâts. Là, je ne vais pas parler malheureusement des organismes de protection des droits, comme l'Office de protection du consommateur, la Curatelle publique, la Commission des droits de la personne. Tous ces organismes-là se sont vus fragilisés, devenus incapables à l'occasion de faire ce qu'ils avaient à faire pour protéger les gens, bien souvent parmi les plus démunis. Alors moi, ça m'a révolté et ça a fini par m'amener à Québec solidaire et à vouloir changer le monde. Si vous voulez en savoir plus,